Alors bonjour, avant de commencer, du housekeeping. Je voudrais rappeler pour ceux qui n'ont pas leur billet pour le gala demain soir qu'il reste quelques billets. Donc dépêchez-vous, ils s'envolent rapidement. Au niveau du salon des exposants, ceux qui n'ont pas eu la chance de le visiter, on vous recommande fortement de le faire et de ne pas oublier la section qui est du côté des chambres. Il y a une section là-bas avec plusieurs exposants, il faut absolument faire un tour. Et dernière chose, présentation promotionnelle à la salle Saint-Louis. C'est la salle qui est juste derrière nous, pas celle qui est dans votre dos, mais celle qui est dans mon dos. À 13h30, on a une présentation de Cisco, 14h30 de Eagle Hill, puis à 14h30 de Tata Steel. Donc, pour ceux qui veulent aller voir les présentations. Donc, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la session intitulée Économie, finances et marchés. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou n'ont pas eu la chance de travailler avec moi, mon nom est Sylvain Durocher, je suis directeur investissement à Ressources Québec. Certains me demandent depuis combien d'années je suis dans le secteur minier. Vous comprendrez qu'avec un nom comme Durocher, c'est depuis ma naissance. Je suis né avec ce nom. Il y a près de 10 mois, le comité organisateur m'a donné le mandat de préparer une session sur l'économie et les marchés. On comprendra qu'avec la diversité du monde minier, la variété du secteur, c'est assez difficile dans une session de 2 heures, 1h30, 2 heures, de tout couvrir. Donc, ce qu'on va vous proposer cet après-midi, c'est des aspects qui nous ont apparu les plus intéressants à couvrir. Puis au fil des années, on reviendra chaque année avec des nouveaux morceaux, puis dans 10-15 ans, on aura tout couvert, on aura tous eu la chance d'être sur le podium un jour. Donc, sans plus tarder, j'aimerais débuter en remerciant notre commanditaire. On voit son nom ici, Adventure Gold. Je demanderai à Marco Gagnon, notre sponsor, de bien vouloir se lever. Donc, merci à Adventure Gold pour la sponsorisation de notre session. J'aimerais aussi souligner dans la salle deux de mes collègues d'affaires, un dont certains d'entre vous utilisent, Roskill Information, M. Patrick Stratton. Je ne sais pas, M. Stratton ici, de Roskill Information, une entreprise qui est spécialisée dans les études de marché, la demande, le supply, donc quelqu'un avec qui on travaille et les juniors travaillent beaucoup. Et aussi, j'aimerais souligner la présence d'un de mes collègues de classe, j'espère qu'il est ici, Martin. Je ne le vois pas, Martin, qui a une entreprise qui est spécialisée dans la formation des équipes de secours et d'intervention dans les situations d'urgence. Donc, sans plus tarder, pour ne pas prendre trop de retard, je vais présenter notre premier concurrent. Désolé, je n'anime pas des quiz normalement. Notre prochain présentateur, Jacques Bonneau. Jacques a obtenu son diplôme d'ingénieur en géologie à l'Université Laval et est titulaire d'une maîtrise en sciences de la même université. Il compte plus de 35 ans d'expérience en exploration et en développement dans le secteur minier. Je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissent déjà. Il a été au service de Sochem, Falconbridge Copper et du groupe Viard-Mazarin. Jacques, plus récemment, a été président et chef de la direction de Minéraux Sequoia. Et au cours de ces années, il a participé à la mise, il a activement participé à l'acquisition, la découverte et la réactivation de nombreux projets miniers. Monsieur Bonneau, je vous laisse le podium. Il va nous présenter sa conférence. Son titre, c'est 9 règles d'or, mais je crois que la dernière fois que j'en ai parlé, on était rendu à 10. Donc, il est possible qu'il y ait des bonus qui vont être présentés. Bien, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir. C'est toutes des choses que vous savez, mais probablement que vous n'avez jamais osé mettre sur papier. Fait que j'espère que vous avez eu un bon lunch, aussi bon que ce jeune homme. La seule chose seule certitude que j'ai, c'est que je ne suis jamais certain. Fait que soyez sûrs que ce que je vais dire, il y a tout le temps des exceptions. Et il y a tellement d'incertitudes et de volatilité que c'est très important de le noter. Ici, l'objectif de la conférence est de partager certaines connaissances, fournir une approche rationnelle aux investisseurs intéressés par les juniors, susciter des passions, mieux faire comprendre aux jeunes géologues comment les investisseurs réfléchissent et vous aider à devenir de meilleurs investisseurs. Et l'objectif de l'investisseur, c'est de découvrir des gens, des projets, des situations, des événements qui vont l'enrichir, identifier, évaluer et gérer l'ensemble des risques et rechercher les meilleurs ratios récompenses-risques et savoir quand prendre ses profits et ses pertes. Pourquoi investir dans les juniors? Pourquoi donc? J'avais un chapitre
qui durait 25 minutes pour vous expliquer ça, que j'ai résumé en une diapo pour remercier tout simplement la Chine, les pays émergents pour la demande, Internet pour avoir accès à l'information comme aucun investisseur n'a jamais eu auparavant, et la réglementation 4301 qui permet aux compagnies juniors, disons, au moins aux investisseurs d'être sûrs que l'information qui circule a des grandes chances d'être vraie. Première règle d'or, c'est déterminer si les vents sont favorables. Ici, j'ai mis les juniors, on n'est pas gros. On est une petite chaloupe, en réalité, parce que j'ai mis la capitalisation boursière de l'ensemble des compagnies juniors. Il y en a 1300 sur le TSX Ventures. C'est 26 milliards de capitalisation boursière. Goldcorp, tout seul, c'est 28. Rio Tinto, c'est 100 milliards. Coca-Cola, 170, etc. Fait que, puis en bas, j'avais un long graphique à vous présenter, mais je l'ai résumé. C'est durant les 25 dernières années, un indice Dow Jones à la baisse a toujours entraîné l'indice de Vancouver à la baisse ou l'a maintenu neutre. Mais lorsque le Dow Jones est à la hausse, le TSX peut être à la hausse, peut être à la baisse ou être neutre. Fait que quand l'indice Dow Jones baisse, l'indice de Vancouver baisse, puis quand l'indice Dow Jones baisse de 10-15 %, l'indice de Vancouver peut baisser de 50 à 80 %. C'est ça la volatilité. Fait que la conclusion de la règle numéro 1, c'est de tenir tête à l'évolution des grands marchés financiers est un moyen sûr et rapide de perdre de l'argent. Puis none of us is smarter than the market. Ici, c'est l'évolution. Règle numéro 2, c'est assurez-vous d'être dans les zones payantes, dans les zones d'enrichissement, dans l'évolution d'une compagnie. Vous avez tous vu ça ici. C'est un cycle de développement d'une compagnie junior. Vous avez le stade d'exploration, de développement et de l'exploitation. Et je pense que je vais utiliser ça ici. OK. Ici, évidemment, c'est la compagnie qui a des succès techniques ici. La compagnie fait une découverte, donc le prix de l'action monte. Là, quand la compagnie commence à faire des études de faisabilité, d'obtention de permis et des financements, oubliez ça. N'investissez pas à cet endroit-là. Généralement, le prix des actions baisse. Et quand la compagnie commence à mettre son gisement en production, une période de construction, on voit ici le prix de l'action qui remonte. Ça ici, c'est l'endroit où les spéculateurs investissent. Ici, les spéculateurs quittent la chaloupe. Puis ici, c'est vraiment où les fonds institutionnels commencent à embarquer. Aujourd'hui, on va surtout parler de... Les règles s'appliquent beaucoup ici, mais ils pourraient s'appliquer énormément à l'autre zone payante. Fait que là, vous avez ici les deux zones d'enrichissement et la période orpheline. Règle numéro 3, profitez des embellis. Ne vous mariez pas avec vos juniors. C'est dans la majorité des cas, puis je dirais que c'est 95 % des cas, les embellis du prix des actions des juniors qui ont du succès durent entre 3 et 24 mois. J'ai des centaines d'exemples que je pourrais vous présenter. Ça se ressemble tout. Puis je vous dis qu'est-ce qui arrive généralement, c'est que vous avez une compagnie, disons, qui est à Vincennes ici. Il y a toutes sortes d'événements positifs qui arrivent, qui fait que le prix de l'action monte. Mais rendu à un moment donné, il y a tout le temps un événement perturbateur ou un black swan négatif qui arrive. C'est soit que la découverte ne sera pas économique, le prix du métal est en baisse, il y a une correction boursière des grands marchés, la compagnie tombe dans une zone orpheline, la compagnie devient surévaluée, il y a des changements politiques dans le pays où la compagnie évolue. Fukushima, on sait, c'est pour l'uranium, essoufflement de la promotion, les fonds qui vendent. Fait que ce qui fait qu'une compagnie junior, c'est son comportement normal. Puis tout ce que je veux vous dire ici, c'est que quand ça monte, vous devriez penser d'en vendre, certainement, au moins. Il y a plusieurs personnes qui recommandent d'en vendre quand ça a doublé. Je pense que ce n'est pas une mauvaise recommandation, mais il y a toutes sortes d'exceptions. Et ici, il y a beaucoup de gens, naturellement, qui achètent ici, là. Mais si vous achetez là, les risques sont extrêmement élevés. Donc, conclusion, là, j'ai donné un exemple ici, une compagnie qui s'appelle Commander, qui avait un excellent projet d'or dans la terre de Baffin. Le stock était à 5 cents, l'acquisition, le prix a monté un petit peu à 7-8 cents. Ils ont fait un bon deal avec Anglo American
En 2009, 20 millions, il fallait que la compagnie dépense pour acquérir 51 Le prix du stock a monté autour de 40 cents. Et là, le Black Swan, là, les résultats ont été décevants. Donc, ça baisse. Puis, ici, Anglo a décidé qu'il se retirait. Il y a une autre compagnie qui s'appelle Mirasol. La même chose, en 2009, la compagnie a vraiment des bons succès d'exploration en Argentine. Une petite baisse ici. Le prix de l'argent qui passe de 15 pièces à 47 en 2010. Des succès techniques. Le prix du stock qui monte à 7 pièces. Et puis là, soudainement, mars 2011, correction des grands marchés. Il y a le prix de l'or qui baisse de 14 dans 2-3 mois. Puis le prix de l'argent qui baisse de 47 à 27 pièces. Ce n'est pas la faute du président de la compagnie puis des gens d'exploration. C'est tout simplement, c'est ça qu'on appelle un Black Swan. C'est un événement imprévu. Puis dernièrement, ils ont eu un autre événement imprévu. C'est l'Argentine qui a décidé qu'ils privatisaient une compagnie dans le pétrole. Et là, tout le monde a pensé qu'elle allait privatiser, que le pays allait privatiser les compagnies dans les ressources. Donc, on se retrouve avec un autre Black Swan ici qui fait que le stock est descendu à 1,60. Pourtant, c'est la même compagnie, les mêmes projets. Conclusion, surveillez vos fréquentations. Elles doivent être réévaluées au trimestre ou à chaque communiqué de presse. S'il y a d'importantes embellies, sachez en profiter. Et comme on dit, sell to somebody smarter than you. Si les raisons pour lesquelles vous avez investi ne sont plus présentes, vendez. Règle numéro 4, profitez de la saveur du jour. Il y en a qui savent que j'aime la crème glacée, c'est pour ça que... ici, c'est tout simplement plein de métaux qui ont eu des embellies, qui durent généralement 2 ans. Ou, par exemple, l'uranium en 2005-2007 a passé de 20 pièces à 140 pièces. Les terres rares, les stocks, pas les stocks, mais les prix ont multiplié par 5 à 10. L'argent, en 2010-2011, a passé de 15 à 48 pièces. On a le lithium, on a le zinc qui a connu ses belles années, on a l'or qui continue. Mais dans la majorité des cas, c'est la saveur du jour. Puis n'importe quelle compagnie que vous avez junior qui soudainement devient la saveur du jour, le prix de l'action double, triple, multiplié par 5. Fait qu'il faut savoir les reconnaître, puis il faut savoir en profiter. Puis il faut surtout savoir que ça ne dure pas une éternité. Puis dans tous ces cas-là, quand ça devient la saveur du jour, ce n'est pas compliqué. C'est que dans tous les cas, le prix augmente substantiellement et l'on prévoit que l'offre ne pourra pas soutenir la demande qui s'annonce extrêmement importante, voire insoutenable. Puis il y en a qui vont recommander même de mettre des terres rares dans tes céréales le matin. C'est vraiment de la folie. Ici, c'est pour vous montrer que la majorité des stocks qui sont la saveur du jour ont à peu près ce comportement-là, qui est le classic bubble wave, où on peut voir le smart money, les investisseurs institutionnels, le public qui embarque, qui fait monter le prix très, très haut, puis finalement, là, ici, on s'aperçoit que finalement, peut-être que ça n'a pas trop de bon sens, cette affaire-là. Fait que là, ça commence à descendre. J'en ai une ici, j'en ai juste mis une, là. Il y en avait des dizaines. Mais ici, c'est Pitchstone, qui en 2006, le prix du stock était ici. Le prix de l'uranium a passé de 10 pièces à 20 pièces à 140 pièces. Fait que la compagnie a passé de 50 cents à 4 pièces et demie. Soudainement, le prix de l'uranium s'est mis à baisser en 2007. Ça a baissé. Après ça, on a eu la crise financière. Puis après ça, on a eu la correction des grands marchés. Fait que le stock est retombé. Puis là, ici, il y avait comme un petit soubresaut. Mais avec ce qui est arrivé au Japon, ça redescend. Fait que quand vous êtes un investisseur, attendez-vous à des Black Swan, puis à un moment donné, il faut que vous vendiez. En vrai dire, ça, c'était pour montrer que tout ce qui monte descend. Je voudrais parler dans celui-là. Ça va pas bien. OK. La règle numéro 5, c'est établissez des prix cibles et des comparatifs. J'aurais aimé vous en parler plus longtemps. Je trouve que c'est peut-être la règle que les gens utilisent le moins, mais qu'on devrait tous utiliser. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. C'est d'abord déterminer le métal recherché par la compagnie, déterminer le type de gisement recherché par la junior et surtout le potentiel réel d'en découvrir un gisement là, qui devrait être assez gros pour être mis en production. Ça peut être un porphyre de cuivre, sulfure massif, épithermal, mésothermal, etc. Puis demandez-vous, qu'est-ce que le marché donne en capitalisation boursière pour ce type de gisement, à l'aide de comparatifs. Ça ici, c'est un graphique fourni par Canaccord puis Thomson One.
qui donne en noir ici. Vous savez, le prix de l'or ici qui n'arrête pas de monter. Merveilleux. Mais ça ici, c'est merveilleux. Mais ça ici, c'est la valeur attribuée par le marché en dollars US par once d'or qu'une compagnie possède, des onces d'or indiquées, mesurées et inférées. Puis là, vous voyez ici, ça donne 40 pièces par once. Ça a déjà monté à 80, 100 pièces, ici 140 pièces. Aujourd'hui, le 3 octobre 2012, ça donnait 70 pièces par once d'or. Fait que s'il y a une compagnie dans laquelle vous voulez investir recherche un gisement d'1 million d'onces d'or, ça devrait y donner une capitalisation boursière moyenne de 70 millions. Puis, vous pouvez faire le même calcul pour, ça c'est le nombre de cents par livre de cuivre pour un porphyre de cuivre. Puis actuellement, c'est environ 2 cents. Ça n'a jamais été presque aussi bas, sauf pendant la crise de 2008. Et si vous avez un gisement qui a 5 milliards de livres de cuivre, ça donne 100 pièces de capitalisation boursière pour la compagnie. Puis je vous donne des exemples ici. C'est un gisement d'or de 100 millions de tonnes à 1 gramme. C'est l'équivalent de 3 millions d'onces d'or à 70 pièces l'once. Ça devrait donner une capitalisation boursière de 210 millions. Un porphyre de cuivre de 375 millions à 0,65 de cuivre, ça donne une capitalisation boursière de 107 millions. Là, je vais passer les autres. Là, pour les méthodes bases, on peut faire la même chose pour l'argent. Et je vous donne un exemple. Je peux juste vous donner un exemple. C'est Gold Quest, cette année, qui a fait une découverte fantastique. Le stock était à 5 cents avant qu'il annonce un trou qui était 2,4 grammes d'or et 0,44 de cuivre sur 231 mètres. C'est sur un de leurs projets en République dominicaine. Et puis, naturellement, le prix du stock a monté tout de suite autour de 60 cents. Par après, le prix du stock a monté. Puis là, j'ai mis en 1, 2 et 3. Ça, c'est la valeur à peu près équivalente à 70 millions, là, parce qu'il y avait 120 millions d'actions émises. Là. Donc, ça ici, c'est l'équivalent d'1 million d'onces d'or, 2 millions d'onces d'or, 3 millions d'onces d'or. Ici, c'est 4. Puis rendu ici au sommet, il y avait 143 millions d'actions émises à 2 piastres. Ça donne une capitalisation boursière de 286 millions. C'est à peu près l'équivalent d'un gisement de 5 millions d'onces d'or. Il y avait seulement que 10 forages annoncés, puis il y en avait déjà 2-3 qui avaient... On voyait que la zone allait se fermer au nord puis à l'ouest. C'est des gisements de 5 millions d'onces d'or, c'est extrêmement rare. Fait qu'en tant qu'investisseur, peut-être que avec un trou comme ça, vous pouvez dire, ouais, mais peut-être là, c'est un gisement de 2 millions d'onces d'or, c'est correct. Mais quand vous êtes rendu à 5 millions d'onces d'or, là, je pense que si vous n'avez pas vendu, vous devriez certainement y penser 2 fois. Fait que c'est une façon d'essayer de calibrer vos investissements. C'est une bonne façon de décider quand acheter et déterminer une stratégie de sortie. Buy low, sell high. Une bonne façon de mesurer le potentiel de récompense. C'est-tu 20 100 1000 que je vais faire en achetant telle compagnie? C'est une façon de savoir si vous devez laisser courir vos titres gagnants ou perdre quelques profits. Une bonne façon d'évaluer quand la compagnie devient surévaluée et donc de vendre vos actions et permet parfois de découvrir des compagnies qui sont sous-évaluées par rapport à leur pairs. Ça, dans la littérature, vous pouvez trouver toutes sortes de choses là-dessus, sur les comparatifs. Développer votre propre modèle d'évaluation, c'est mettez vos évaluations sur papier. Votre mémoire n'est pas précise. Puis après ça, quand vous l'avez mis sur papier, vous allez pouvoir y revenir, les mettre à jour, puis déterminer ce qui a fonctionné, puis ce qui n'a pas fonctionné. L'objectif de l'évaluation, c'est de découvrir des compagnies, surtout le personnel et les projets qui vont vous enrichir, si possible, avant les autres. Évaluer le potentiel de croissance, puis identifier et quantifier le risque, puis développer votre propre feeling. Je vais vous donner un exemple. Là, je vous donne les 14 critères. Naturellement, on pourrait passer un autre 3 heures à discuter de tous les critères, mais il y en a 14 pour moi quand j'évalue une compagnie. C'est le type de compagnie, le métal recherché, le personnel. En fait, l'essentiel de la valeur d'une compagnie réside entre les 2 oreilles de ses employés. Les projets, moi, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel de découverte d'importance. La structure de capital, on sait que la dilution, c'est un tueur silencieux. La situation financière, c'est le nerf de la guerre. On a le pays, la situation politique, le cycle de vie. Est-ce qu'on est dans une période d'enrichissement? Est-ce que c'est une compagnie qui fait de la bonne promotion? Est-ce qu'ils ont un réseau de contacts? Y a-t-il des problèmes métallurgiques? Les permis, c'est à ne pas ignorer. Il y a des problèmes partout dans le monde pour avoir des permis. Fait qu'il des fois, il faut être plus patient que prévu.
Est-ce que la psychologie du marché ou les vents sont favorables? Puis, naturellement, il y a des situations spéciales. Ici, je pourrais vous parler 15 minutes des pièges à éviter, mais on n'a pas le temps. Donc, the final answer. Quand vous avez tout mis ça sur papier, ou même si vous ne l'avez pas mis sur papier, vous l'avez entre vos deux oreilles, puis vous avez tous vos critères, puis vous vous demandez, je devrais-tu investir? Et je vais vous montrer un tableau qui est intéressant, qui est la probabilité d'avoir raison par le gain potentiel prévu sur la probabilité de se tromper versus la perte potentielle. Puis je donne un exemple ici. C'est une compagnie qui s'appelle Gold Canyon qui a fait annoncer en 2009 des excellents trous de forage près de Red Lake, en Ontario. Et puis, je vais vous montrer comment un investisseur doit penser ici, puis comment un investisseur doit penser ici à l'aide d'un tableau. Ici, en bas, là, vous avez tu es en train de mesurer ta raison, ton intuition, en fait, ton degré d'enthousiasme. Gold Canyon, le stock est à 40 cents, il y a 50 millions d'actions émises, la capitalisation boursière est de 20 millions. 20 millions, tu regardes les résultats, puis tu dis, hey, ça, ils pourraient trouver un gisement de 2 millions d'onces d'or avec les bons résultats qu'ils ont eus, parce qu'ils ont eu 64 mètres sur 3,3 grammes, ils ont eu 217 mètres à 1,6 grammes. Tu dis, au moins, ils pourraient découvrir 2 millions d'onces d'or à 50 piastres l'once, des conservateurs. Ça veut dire une capitalisation boursière de 100 millions. Quand tu remplis ton petit tableau ici, c'est quoi les probabilités que le stock monte et que le stock baisse? Bon, moi, je dis 90 des chances que ça monte, là, les trous sont bons. 90 des chances que ça baisse. Le gain projeté, bien, le gain projeté, c'est 100 millions, 20 millions, c'est 500 Puis, ça peut-tu baisser? Oui, peut-être de 40 cents à 30 cents, donc ça peut baisser de 30 Puis tu multiplies les deux, ça donne 45 000, tu multiplies 10 par 30, ça donne 30 000, ça donne 150. Quand c'est au-dessus de 20 ou 30, pour moi, c'est excellent. Fait que là, ici, vous avez... tandis que quand la compagnie, son stock est rendu à 3,75 $, il y a une capitalisation boursière de 345 millions. Bien, là, tu dis, ouais, on continue à avoir des bons résultats. Disons que la cible est 3 millions d'onces d'or, puis je suis plus généreux, je mets 80 piastres l'once. 240 millions de market cap. On voit bien que la capitalisation boursière est déjà à 345. Fait que quand tu viens pour, est-ce que c'est un achat ou c'est un sell it to somebody smarter than you? Fait que là, tu dis, succès, que ça monte 50 que ça baisse 50 Les gains projetés, ça peut monter de 30 mais ça peut baisser de 30 ça donne 1500. Fait que ça donne juste 1. Dans ce temps-là, si tu es déjà actionnaire de la compagnie, tu es mieux de vendre. Si tu n'es pas actionnaire de la compagnie, tu es mieux de passer à un autre. Puis c'est ça que je dis, sell it to somebody else. Règle numéro 7, c'est qu'on ne gagne pas toujours dans cette business-là, et tout le monde le sait. Mais c'est tout simplement que 80 des gains proviennent de 20 des juniors dans lesquels vous investissez. Puis il faut s'attendre à ce que nos choix ne soient pas toujours des winners. And you have to be willing to be wrong. C'est pas compliqué. Règle numéro 8, c'est de développer votre réseau. Il y a deux choses ici. C'est n'ayez pas peur de poser des questions. Car celui qui demande sera peut-être un sot pendant 5 minutes, mais celui qui ne demande rien pourra être un sot toute sa vie. C'est vraiment important de poser des questions au management de la compagnie. Puis l'autre, c'est cultiver vos liens éloignés. Ce sont les plus importants. Ils occupent un monde différent du vôtre. Il y a donc des chances que ces personnes connaissent des choses que vous et vos amis ne connaissent pas. Ça, c'est totalement vrai. Un warning, suivre la recommandation d'un ami, d'un membre du réseau, d'un expert sans effectuer ses propres recherches. Et une note ici, là, ça je l'ai vécu souvent, c'est demander à un ami d'évaluer une junior représente une bonne façon de connaître sa personnalité. Apprendre à vous connaître, naturellement, c'est mesurer votre degré de tolérance au risque. Il y en a qui achètent une action, puis ils la regardent à tous les jours, puis le vendredi, ils sont prêts à prendre si ça n'a pas pris 20 Fait que, qui connaît les autres est intelligent, qui se connaît soi-même est brillant. Fait que, essayons d'être brillants et intelligents. Le marché boursier, c'est un mélange d'explosifs qui influence notre comportement. Il y a de la peur, de la cupidité, de la sagesse, de l'ignorance, de l'envie. C'est un mélange de tout ça. Vous devez être conscient de la présence de ce cocktail explosif. Et bien identifier vos comportements en relation avec l'argent, c'est en fait le plus grand risque, là, il est entre vos deux oreilles. Et instruisez-vous en permanence. C'est invest in yourself.
Read before investing, keep on reading, and keep on reading again. Et développez votre propre idée. Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Ça, c'est totalement vrai. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Et enfin, ainsi, vous serez prêt à saisir votre opportunité quand celle-ci se présentera. Fait que ça, c'est les 10 règles d'or résumées dans le triangle. Puis en conclusion, c'est que la connaissance, c'est Albert Einstein qui disait ça, c'est que la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Donc, faites-vous des portefeuilles fictifs là, pour ceux qui, juste pour au moins essayer, vous allez prendre l'expérience de cette façon-là. Et les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, s'épanouissent dans l'optimisme et périssent dans l'euphorie. Disons qu'heureusement, on n'est pas ici, mais je pense qu'on est vraiment dans le bon temps là, pour commencer à accumuler des stocks de juniors. On est vraiment dans au moins pessimiste ou scepticiste, là, fait que c'est vraiment le bon timing. Puis en conclusion, ben, pour 2013, je l'ai dit au début de 2009, puis ça, je ne sais pas si ça a porté chance, mais les prix des juniors ont commencé à monter en 2009. C'est une année où l'on doit avoir du plaisir dans ce qu'on fait, accepter la situation et démontrer de l'enthousiasme. Je pense que c'est tout ce que... Ça fait-tu 25 minutes? Parfait. Parfait, OK. Excellent, bien, merci. Ah. On peut prendre quelques questions. Je ne sais pas si y a des gens dans la salle qui veulent poser une question. Personne? Mais Jean, j'essaie de voir laquelle des règles qui m'était la plus importante. J'en ai vu plusieurs. Je pense que je vais vous laisser les choisir. Mais un des trucs qui m'a très intéressé, c'est le calcul. C'est une très belle application de la théorie des jeux pour le calcul du rendement. Une des choses que j'ai bien aimé aussi, le portefeuille fictif. Pour ceux qui me connaissent, j'ai 3 garçons. Et c'est une chose que j'ai décidé de faire avec eux il y a plusieurs années. Ils jouent contre moi. Donc, c'est moi la bourse et c'est eux qui font les investissements parce que je voulais justement qu'ils apprennent toute cette notion de risque-là à la bourse. Je pense que c'est vraiment un très bel outil, pas juste pour nous, mais pour nos enfants, d'utiliser puis de les faire découvrir ce que c'est que la bourse puis comprendre les risques qui sont associés à tout ça. Si j'ai 2 minutes de plus, je peux essayer de faire une prévision. Une prévision. Allons-y pour une prévision. OK. Je ne l'avais pas présenté parce que c'est un petit peu trop long. C'est tout simplement l'indice Dow Jones, ici, que vous voyez, dans les 25 dernières années. Ça, c'est l'indice de la bourse de Vancouver. Comme vous pouvez le voir, les variations sont phénoménales par rapport aux variations du Dow Jones. Ici, j'ai mis les périodes, le crash de 1987, et ce que vous voyez en parenthèse, c'est entre le pic et le plus bas. Ça a duré 46 à 57 mois. Vous avez la crise asiatique ici, vous avez le crash techno, vous avez la crise financière de 2008 que tout le monde se rappelle, et vous avez ici ce que j'appelle la crise en Europe, puis la Chine qui réduit un petit peu sa production. Ça dure 19 mois si le creux a eu lieu le 5 juillet 2012. Qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un petit blip ici dans le Dow Jones de 10-15 %. On peut voir un autre petit blip ici. On peut voir des petits blips ici. C'est plus sérieux un peu, là. Ici. Mais l'indice, pendant que lui a descendu de 15-20 %, lui a descendu de 75 %. Lui a descendu de 76 %. Je vais vous montrer ici la durée des creux. Parce que les gens se demandent, on est-tu dans un creux? Je pense qu'on est réellement dans un creux. Vous voyez les 3 creux qui sont ici, là. Il y en a un qui a duré 23 mois, l'autre a duré 9 mois, 13 mois, 45 mois, 2 mois. Fait que j'ai mis la conclusion ici en supposant la durée de la descente du TSX Venture du sommet au creux. Oh, c'est disparu, mais c'est 24 mois. Puis la durée des creux, ici, c'est 24 mois. Fait que si notre creux a eu lieu en juillet 2012, ça veut dire que ça pourrait durer encore au moins 1 an ou 2 ans avant de voir un marché à la hausse. En fait, ce qu'on a besoin, c'est une croissance mondiale au-dessus de 4 %, puis l'année prochaine, ils prévoient 3,3 %. Fait que, je pense, puis les investisseurs, ben, il y a une aversion pour les risques. Les investisseurs ne sont pas là pour prendre des risques. Ils gagnent mieux mettre leur argent en banque à 1 %. Fait que
C'est un voici pour la prévision. Merci.